Bonjour, je suis professeure Benah Mahouda, professeure assistante en génétique et biologie moléculaire. Donc aujourd'hui, pour cette première capsule, on va parler du contrôle de l'expression génétique. La régulation de l'expression génétique, soit pour les cellules prokaryotiques ou eucaryotiques, est un sujet extrêmement compliqué et la compréhension de la nature de cette régulation est complexe. Par exemple, les cellules microbiennes ont divers mécanismes par lesquels elles régulent leur activité en réponse aux changements de l'environnement externe, afin d'optimiser leurs fonctions principales, comme la nutrition, la croissance, la résistance. Dans les chapitres précédents, vous avez vu en détail les différentes étapes de l'expression du gène, c'est-à-dire le passage de l'ADN vers l'ARN messager et la traduction de cet ARN messager en polypeptides. Dans ce chapitre-là, on va traiter la régulation de l'expression génétique aux différents niveaux. Donc, pour vous faciliter la compréhension de cette régulation d'expression génétique, on va diviser ce chapitre-là en deux grandes parties. La première partie, on va voir la régulation chez les prokaryotes et la deuxième partie, on va aborder la régulation chez les eucaryotes. Pour commencer, donc, les cellules peuvent s'adapter en utilisant les ressources du milieu de manière optimale. Donc, la cellule a la capacité de réagir au changement de son environnement. En changeant les types et les quantités des polypeptides qu'elle va produire, elle ajuste ses synthèses aux conditions, bien sûr, de l'environnement. Donc, elle a la capacité de réguler l'expression génétique. Donc, c'est quoi l'expression génétique? Vous l'avez déjà vu dans les chapitres précédents. C'est l'expression, c'est le process par lequel l'information génétique est lue pour aboutir à la formation ou la fabrication de molécules qui ont un rôle actif dans le fonctionnement cellulaire. Donc, la régulation de l'expression génétique, c'est aussi un process d'intérêt majeur pour toutes les cellules. Elle permet d'économiser l'énergie et les ressources. Donc, il existe deux modes majeurs de la régulation. Soit on va réguler les produits ou la production des enzymes, donc c'est une régulation transcriptionnelle ou post-transcriptionnelle, ou on va réguler l'activité des enzymes déjà présentes, c'est une régulation post-traductionnelle. La régulation de l'expression génétique peut se faire à n'importe quelle étape du processus de lecture de l'information génétique. Donc si on prend une cellule avec les deux compartiments, noyau et cytoplasme, on aura notre ADN qui sera transcrit en ARN prémessager mature, qui va subir les étapes de maturation, qui sont le rajout de la queue poly 1 en 3', le rajout de la cape en 5', l'excision et l'épissage. Donc cet ARN messager sera capable de sortir par les pores nucléaires vers le cytoplasme pour subir la traduction en protéines. Donc la régulation peut s'effectuer à n'importe quelle étape de ce process. On a la régulation pré-transcriptionnelle, au niveau de laquelle on va contrôler l'exposition de l'ADN aux enzymes de transcription, un contrôle transcriptionnel qui va accélérer ou ralentir la transcription. Un contrôle post-transcriptionnel, c'est-à-dire un contrôle de la maturation de l'ARN prémessager. Donc un contrôle traductionnel qui contrôle le transport de l'ARN messager vers le ribosome et un contrôle post-transcriptionnel qui modifie la chaîne polypeptidique, la variation de la vitesse à laquelle elle devient une protéine fonctionnelle ou décomposition d'un polypeptide. Donc la régulation des gènes se fait aux différentes étapes de l'expression, comme on vient de voir. Mais cette régulation peut être de façon positive ou négative, selon l'interaction entre le gène cible et les molécules régulatrices. Donc, si la régulation se fait de manière positive, l'interaction déclenche l'expression du gène grâce à des activateurs. Et si la régulation se fait de manière négative, l'interaction empêche l'expression du gène grâce à des répresseurs. Donc, si on compare un petit peu la régulation entre l'expression génétique au niveau des cellules prokaryotiques et les cellules eucaryotiques, déjà en comparant les deux schémas, on voit qu'il y a plusieurs niveaux de régulation chez les eucaryotes. Donc, il peut avoir des niveaux de régulation au niveau du noyau et des régulations au niveau du cytoplasme. Alors qu'au niveau des prokaryotes, on aura trois niveaux de régulation. Au niveau de la transcription, au niveau de la traduction, au niveau de la maturation des protéines, c'est-à-dire post-traductionnelles. Donc, pour comprendre ces mécanismes de régulation de l'expression génétique,
On va scinder ce chapitre en deux grandes parties. La première partie, on va voir la régulation chez les prokaryotes et la deuxième partie, on va voir la régulation chez les eucaryotes. Donc, on commence par la régulation chez les prokaryotes. Les prokaryotes, c'est des organismes unicellulaires. Le contrôle de l'expression génétique va permettre essentiellement à la cellule d'ajuster ses synthèses en fonction des besoins nutritionnels face au changement d'environnement, de façon à s'assurer de la croissance et la division cellulaire. Donc ces organismes unicellulaires, ils régulent leur expression génétique de manière à ne produire que ce dont la cellule aura besoin. Donc cette régulation se fait par divers mécanismes par lesquels la régulation des activités en réponse au changement de l'environnement externe permet d'optimiser les fonctions cellulaires principales qui sont par exemple la nutrition, la croissance ou la résistance. Comme exemple, on peut noter que l'augmentation de la température ou l'épuisement des nutriments pousse les souches de Bacillus à la sporulation, alors que la présence du lactose dans un milieu en absence du glycose pousse les souches d'Escherichia coli de synthétiser ou de produire deux enzymes importantes qui sont la bêta-galactosidase et la perméase, qui leur permet de synthétiser ou plutôt de métaboliser le lactose comme source d'énergie. Les organismes unicellulaires peuvent faire varier la quantité des produits des gènes en faisant varier le taux d'expression, soit par des mécanismes qui vont opérer lors de la transcription, soit lors de la traduction. Donc, on note qu'il existe trois niveaux de régulation pour les prokaryotes. Au niveau de la transcription, traduction, et aussi il peut se faire au niveau de la synthèse de la protéine, c'est-à-dire au niveau post-transcriptionnel. Mais la question qui se pose, quel niveau de régulation est plus utilisé par les organismes unicellulaires? Bien sûr, ils doivent économiser au maximum d'énergie. Pour répondre à cette question et pour connaître à quel niveau se fait la régulation chez les prokaryotes, donc premièrement, il faut savoir que le temps de génération de ces organismes unicellulaires, il est très court. Donc ils doivent répondre au changement de l'environnement très rapidement. Il y a aussi la demi-vie des ARN messagers qui est très courte, de l'ordre de quelques minutes. Il y a aussi un autre point, la transcription et la traduction sont couplées, ils se réalisent au même compartiment cellulaire. Donc la régulation doit se faire ou prendre effet très tôt. Donc le mécanisme le mieux connu chez les prokaryotes, c'est le contrôle de la transcription. Et le niveau majeur que les prokaryotes ont choisi de contrôler, c'est l'initiation de la transcription. Il y a deux raisons pour ce choix-là. Premièrement, c'est le coût en énergie et en ressources pour la transcription. Donc la régulation lors de l'initiation est plus facilement réalisable. Donc la régulation de l'expression de la transcription chez les prokaryotes peut être placée sous contrôle négatif ou positif. Sous contrôle négatif, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'expression génique aura lieu sauf si elle est inhibée par une molécule régulatrice, un répresseur, comme le présente ce schéma-là, qui est à ma droite. Ou le contrôle positif, ça veut dire que la transcription a lieu seulement si une molécule régulatrice qui est l'activateur stimule directement la production de l'ARN messager. Donc on parle soit de contrôle négatif, c'est-à-dire une répression, soit un contrôle positif qui est une activation. Donc ces activateurs et ces répresseurs vont agir comme des commutateurs génétiques. Donc ces protéines, ils possèdent deux domaines de fixation. Un domaine qui va lier l'ADN, donc site de liaison avec l'ADN, et un site allostérique. Donc ce site allostérique, il va permettre à ces molécules d'interagir avec des petites molécules appelées effecteurs allostériques. Ces petites molécules-là, effecteurs allostériques, une fois ils se fixent sur le site allostérique, ils vont modifier la capacité de ces activateurs et de ces répresseurs à se lier à l'ADN. Donc si on parle de la régulation de la transcription, donc on s'intéresse à l'ARN messager. Chez les prokaryotes, l'ARN messager il est polycistronique. Il présente plusieurs séquences codantes indépendantes, chacune entourée d'un codon start, AUG, et un codon stop.
En général, toutes les protéines codées par un même ARN messager polycistronique sont produites simultanément et de manière coordonnée et interviennent dans une même séquence biochimique. Donc, ces gènes des prokaryotes sont souvent organisés en opérants. Alors, c'est quoi un opérant? Un opérant est une unité régulée d'expression des gènes dans lesquels on trouve un ensemble de gènes structuraux sous le contrôle d'un système de régulation unique, un seul système qui va réguler ces gènes-là. Les gènes structuraux sont transcrits à partir d'une région qui contient l'opérateur et le promoteur, qui sont communs à ces gènes structuraux. Donc, ces gènes-là, ils seront transcrits en un ARN messager unique qui est polycistronique, qui sera traduit en protéines différentes apparentées. Donc, l'opérant est contrôlé par une protéine de régulation qui est répresseur ou l'activateur, codé par un gène de régulation bien spécifique. Alors, comment s'organise un opérant? Donc, un opérant possède une région où il y a l'opérateur qui contrôle la transcription, qui contient le promoteur, qui fixe l'ARN polymérase, et où il y a des régions qui sont les séquences codantes pour la protéine, ces séquences codantes CDS3, CDS2 et CDS1, et la région de terminaison de la transcription, ainsi que les régions de binding ou de fixation des ribosomes. On a noté précédemment que l'opérant est contrôlé par des protéines régulatrices, soit répresseurs, soit activateurs, qui sont codées par un gène de régulation bien spécifique. Donc, aux années 61, François Jacob et Jacob Monod, ils ont décrit chez Escherichia coli la présence de gènes adjacents impliqués dans le métabolisme de lactose et qui sont régulés de façon coordonnée par des éléments génétiques localisés à proximité des gènes. Donc, ils ont défini des séquences d'ADN codantes qui peuvent agir soit en trans, soit en cis. Ça veut dire quoi des séquences qui vont agir en trans? C'est-à-dire que les produits sont libres de diffuser pour trouver une cible. C'est les activateurs et les répresseurs. Les séquences qui agissent en cis sont toutes séquences d'ADN non transformées en une autre molécule. Elles agissent in situ et touchent l'ADN auquel elle est liée. C'est les promoteurs et les opérateurs. Donc, trans, on a les activateurs et les répresseurs, et en cis, on a les promoteurs et les opérateurs. Chez les prokaryotes, on détermine deux types d'opérants. Un opérant inductible où l'expression des gènes est contrôlée par le substrat de la voie métabolique. Donc, on parle de processus de dégradation. Alors que pour l'opérant répressible, l'expression des gènes est contrôlée par le produit final de la voie de biosynthèse. C'est un process de biosynthèse. Comme un exemple qu'on va citer au niveau de notre cours, on va prendre l'opérant lactose. C'est un opérant inductible. Il permet la synthèse des enzymes nécessaires au métabolisme de lactose. Alors, pour exemple, d'opérant répressif, on va prendre l'opérant tryptophane, c'est-à-dire l'opérant qui va permettre la synthèse des enzymes impliquées dans la biosynthèse du tryptophane. On commence par l'opérant inductible. Comme exemple, on va prendre l'opérant lactose d'Escherichia coli. C'est un exemple classique de la régulation dynamique de l'expression des gènes. Escherichia coli préfère utiliser le glucose s'il est présent, mais peut métaboliser d'autres sucres s'il est absent. Les enzymes exigées pour métaboliser le lactose sont seulement synthétisées si le glucose il est épuisé, c'est-à-dire absent, et le lactose il est disponible. Un minimum de 2 enzymes sont nécessaires pour le métabolisme du lactose. Une bêta-galactosidase qui scinde le lactose en 2 molécules distinctes, le galactose et le glycose, et une perméase qui est nécessaire au transport du lactose à l'intérieur de la cellule. Si on regarde un petit peu de côté de cinétique d'induction de l'activité de bêta-galactosidase, on remarque qu'en absence de glucose, qui est une source d'énergie préférée des Escherichia coli, en rajoutant le lactose, on remarque qu'il y a une augmentation de synthèse de la bêta-galactosidase. Une fois on va enlever le lactose, il y a arrêt de synthèse de la bêta-galactosidase. Donc, la production de cette enzyme ne sera induite qu'en présence de lactose.
Pour comprendre le fonctionnement de cet opérant, on doit connaître sa structure. L'opérant lactose, il est constitué de différents éléments. Il y a des éléments régulateurs qui sont le promoteur et l'opérateur. Il y a une région régulatrice ou un gène régulateur qu'on note LAC-I, qui possède son propre promoteur, qui se trouve à son amont, et qui code pour une protéine répresseur, qui est notée I. Il possède trois gènes structuraux, LAC-Z, LAC-Y et LAC-A. Ces trois gènes structuraux, c'est-à-dire LAC-Z, LAC-Y et LAC-A, codent pour des enzymes impliquées dans le métabolisme du lactose. Ils sont exprimés de manière continue, mais à des faibles taux. Ils sont induits environ 1000 fois quand le lactose est présent. Ils sont aussi modulés par le taux du glucose du milieu. Donc, le gène LAC-Z, il code pour la bêta-galactosidase, qui décompose le lactose en galactose et glucose. LAC-Y encode la galactosidase perméase, c'est une protéine qui va permettre le transport du lactose. Et LAC-A qui encode la thiogalactoside acétyltransférase. Jusqu'à présent, le rôle il est mal connu. Et le gène LAC-I qui se pose à ce niveau-là ou qui est situé à ce niveau-là, qui code pour un répresseur qui bloque la transcription de l'opérant lactose. Les trois gènes de l'opérant lactose qui sont LAC-Z, LAC-Y et LAC-A ont un fort niveau d'expression seulement en absence du glucose qui est la source d'énergie de carbone préférée d'Escherichia coli et en présence de lactose. En plus de ces gènes, il existe d'autres protéines qui sont impliquées dans la régulation de l'opérant lactose. On a un activateur appelé la CAP, connu aussi par le nom de CRP, qui est un fixateur de l'adénosine monophosphate cyclique. Le gène codant pour cette CAP, au contraire du gène codant pour le répresseur, il est localisé sur un autre endroit sur le chromosome. L'activateur CAP va se fixer au niveau du site CAPS qui se trouve au niveau du promoteur, alors que le répresseur codé par le gène LAC-I, il va se fixer sur l'opérateur. Chacune de ces protéines, l'activateur ou le répresseur, vont répondre à un signal de l'environnement et communiquent ce signal aux gènes de l'opérant qui sont LAC-Z, LAC-Y et LAC-A. La CAP, elle va transmettre le signal du glucose, alors que le répresseur va transmettre le signal du lactose. L'opérant lactose, c'est un opérant inductible, donc on a besoin d'adducteurs. Dans le cas d'opérant lactose, l'inducteur naturel, c'est l'allolactose, qui résulte de la conversion de lactose par la transglycosylation. Il existe d'autres inducteurs qui sont les inducteurs gratuits, qui ne sont pas métabolisés, par exemple comme l'IPTG. Ils jouent le même rôle que l'inducteur qui est le lactose. Donc pour comprendre le mécanisme de régulation de l'opérant lactose, on va voir trois scénarios possibles. Premier scénario, l'absence du lactose, qu'est-ce qu'on aura? En présence de lactose, comment l'opérant va répondre? Et en présence de lactose et du glucose, quel est le scénario de régulation de cet opérant? On commence par le premier scénario, c'est-à-dire l'absence du lactose. Qui dit absence du lactose, on n'a pas besoin de transcrire le gène du LAC-Z, LAC-Y et LAC-A. Dans ce cas-là, le gène régulateur qui est LAC-I va produire un répresseur sous forme monomérique. Ce répresseur-là va ensuite donner un répresseur qui a une haute affinité sous forme tétramérique, une haute affinité pour l'opérateur. Donc ce répresseur tétramérique va se fixer sur le site opérateur. Donc en absence du lactose, ce répresseur-là est sous forme active. Il va se lier au niveau du site spécifique de l'opérateur, lactose, bloquant ainsi l'accès à l'ARN polymérase au site de transcription. Il y aura une régulation négative de la transcription des trois gènes, parce que c'est inutile de produire les trois gènes LAC-Z, LAC-Y et LAC-A alors qu'il n'y a pas de lactose dans le milieu. Donc, pour résumer, l'absence du lactose, il y aura une régulation négative.
Pour le deuxième scénario, qui est la présence du lactose, en cas de présence du lactose, on doit lever l'inhibition de la transcription. On doit traduire ou transcrire en premier lieu ces trois gènes, LAC-Z, LAC-Y et LAC-A. Donc en présence de lactose, c'est l'allolactose, son isomère, qui va jouer le rôle d'inducteur. En se liant au répresseur tétramérique, il va changer la conformation de ce répresseur. Le changement de cette conformationnelle ou changement conformationnel va faire perdre à ce répresseur l'affinité avec le site opérateur. Et cette perte d'affinité va libérer le site opérateur. Donc une fois le site opérateur il est libéré, donc l'ARN polymérase peut atteindre le site d'initiation de la transcription et elle va transcrire les trois gènes, LAC-Z, LAC-Y et LAC-A. Dans ce cas-là, on aura notre ARN polycistronique qui sera traduit en ARN, ou plutôt traduit en trois enzymes nécessaires au métabolisme du lactose. Donc, la production des enzymes nécessaires au métabolisme du lactose est donc dépendante de la présence du substrat qui est le lactose. Le dernier scénario. Lorsque les bactéries par chance disposent au même temps du lactose et du glucose, la situation se complique un petit peu. Le répresseur de l'opérant lactose est inactivé par l'allolactose. Donc le site opérateur de l'opérant est libre et les gènes pourraient être transcrits, c'est-à-dire les trois gènes LAC-Z, LAC-Y et LAC-A. Or, tandis que le glucose est toujours là, la bactérie par préférence va le métaboliser en premier. Donc on n'a pas besoin de ces enzymes nécessaires au métabolisme du lactose. Ceci implique l'existence d'un autre mécanisme de régulation qu'on appelle la réponse catabolique. Ce n'est lorsque la concentration en glucose diminue que le métabolisme du lactose devient nécessaire. Un signal de carence alimentaire est alors déclenché sous forme d'une augmentation de taux de l'AMP cyclique. Cette AMP cyclique forme un complexe avec la protéine CAP. Une fois elle forme ce complexe avec la protéine CAP, elle va se lier en amont du site de fixation de l'ARN polymérase et l'interaction du complexe CAP-AMP cyclique va agir comme un inducteur et donc va augmenter l'affinité de l'ARN polymérase pour le promoteur de l'opérant. Cette régulation positive peut permettre d'augmenter d'une façon qui peut atteindre un facteur de 50% la transcription de l'opérant lactose. On comprend alors qu'en présence du glucose, il n'y a pas de complexe CAP-AMP cyclique disponible. Donc le niveau de la transcription de l'opérant lactose est très faible. Donc pour résumer les différentes situations, c'est-à-dire présence du glucose, absence du glucose, en cas de présence du lactose, absence du lactose. Donc on va commencer par le plus simple, c'est-à-dire la cellule ou plutôt la bactérie ne dispose que du glucose comme source d'énergie. Et en cas d'absence du lactose, bien sûr, on aura toujours la transcription qui est réprimée, c'est-à-dire on n'aura pas besoin de transcrire les trois gènes, LAC-Z, LAC-Y et LAC-A, puisque l'allolactose est absent pour bloquer le répresseur. Dans ce cas-là, bien sûr, le répresseur va se fixer sur le site opérateur et il n'y aura pas fixation de la CAP. Si on rajoute le lactose au milieu, c'est-à-dire on aura présence en même temps du glucose et lactose. La bactérie par préférence, bien sûr, elle va métaboliser le glucose. Donc on aura une transcription basale. Pourquoi? Parce que le lactose, il est là, mais le répresseur sera inactivé par la présence de l'allolactose et la CAP ne sera pas fixée parce que le taux de glucose est le plus important. Dans le cas, on aura absence des deux composants, c'est-à-dire absence du glucose en même temps que le lactose. On aura une répression de la transcription. Pourquoi? Parce que le répresseur va se fixer, parce qu'il n'y a pas de lactose, donc on n'aura pas besoin de transcrire les trois gènes LAC-Z, LAC-Y et LAC-A. En même temps, on aura fixation du complexe CAP-AMP cyclique sur le promoteur. Donc, on aura toujours une répression de la transcription. Mais quand on va rajouter le lactose, dans ce cas-là, il y aura
blocage du répresseur, c'est-à-dire il sera inactivé par l'allolactose et dans ce cas-là, le complexe CAP AMP cyclique va augmenter le taux de transcription de 50% et on aura la transcription qui sera activée des trois gènes LAC-Z, LAC-Y et LAC-A. Alors après ce résumé-là, ça sera la fin de notre première capsule concernant la régulation de l'expression génétique chez les opérants lactose.